Alors, la finance participative est née à peu près il y a 7-8 ans en France, en tout cas est arrivée sous un format qui était le don contre don. Et il y a 2 ans, la réglementation en fait, a permis l'émergence de plateformes vraiment financières qui avaient la vocation réellement de pouvoir accompagner en capital et en dette. Pourquoi on appelle ça un financement participatif? Tout simplement parce qu'on fait appel pour pouvoir faire fonctionner ces financements à de l'épargne publique, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui à un moment donné avons envie, pour des raisons X et Y, de vouloir participer à l'économie locale ou l'économie tout court en fait, et injecter de l'argent soit en capital, soit en prêt dans des dossiers d'entrepreneurs. Nicolas de Ferrodi, c'est ça, oui. Hein, donc groupe KissKissBankBank. C'est quoi le positionnement de l'Endopolis dans ce panorama, c'est ça, hein? Et qu'est-ce que vous offrez finalement aujourd'hui? Oui, alors effectivement, l'Endopolis, c'est la 3e plateforme du groupe KissKissBankBank. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on a 3 plateformes de financement participatif. On est le leader européen aujourd'hui sur le crowdfunding en Europe continentale. Donc on a KissKissBankBank, qui est la première plateforme qu'on a lancée en 2009, avec un vrai lancement en 2010, qui est une plateforme de don contre don, donc don avec contrepartie, sur lequel on finance tout type de projets, culturels, artistiques, solidaires, mais aussi des projets entrepreneuriaux, et qui a collecté déjà plus de 60 millions d'euros à destination de plus de 20 000 projets. Donc on a des projets qui font 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, et puis des projets qui font 200, 300, 400, 500 000 euros. Donc il y a vraiment toutes les typologies possibles qui sont possibles sur cette plateforme. Et surtout, au-delà du financement, c'est un vrai outil de communication. Un outil de communication extrêmement fort dans lequel on fédère des communautés et dans lequel on parle de son activité, de son projet, etc. Et on a donc l'Endopolis. L'Endopolis, c'est une plateforme, toujours sur le principe du financement participatif, avec des prêts rémunérés à destination des TPE, des PME, et évidemment de tout ce qui est marché de la franchise. Alors, avant que je rentre dans spécifiquement ce qu'on fait pour le marché de la franchise, que vous compreniez bien, lorsque des projets sont financés sur l'Endopolis, ils empruntent auprès de gens comme vous et moi, qui prêtons de l'argent, et en échange, on reçoit l'argent avec un taux d'intérêt. Okay, donc c'est un prêt classique sur ce principe-là. En revanche, c'est un prêt qui est très différent d'un prêt bancaire, parce que d'une part, il est sans caution, sans garantie. D'autre part, il n'a pas de pénalité de remboursement anticipé. Il est collecté en 30 jours maximum. Aujourd'hui, on a des collectes qui durent en moyenne plutôt moins de quelques jours. Là, on a mis 70 000 euros en collecte sur la plateforme hier à 17 h, et au bout de 5 heures, le montant a été collecté, donc ça va extrêmement vite. Donc ça vous permet aussi de saisir des opportunités tout de suite, de ne pas attendre 6 mois le temps que... Ça va vite quand on a un bon projet quand même, parce que... Exactement. Ouais. Ouais, il faut aller extrêmement vite et être très réactif quand on est prêteur sur la plateforme, parce que les projets partent extrêmement vite. Aujourd'hui, on dit 100 000 euros, c'est 24 heures sur notre plateforme. L'emprunteur, quand il repart de chez nous avec 100 000 euros, il repart de chez nous avec 100 000 euros, mais il repart avec 1000 prêteurs aussi. Et ces 1000 prêteurs, c'est des gens comme vous et moi, qui sont des experts de l'aéronautique, du BTP, de la franchise, de la finance, etc. Donc moi, entrepreneur qui a emprunté 100 000 euros sur l'Endopolis, je me retrouve d'un coup avec une communauté de 1000 personnes que je peux mobiliser pour toutes mes problématiques futures de développement. J'ai besoin de recruter quelqu'un, je vais poser la question à 1000 personnes, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui a tel profil? J'ai besoin d'accéder à un client, j'ai besoin d'accéder à un marché, j'ai besoin d'accéder à un fournisseur. Je vais toujours pouvoir poser cette question à ces 1000 personnes qui ont tout intérêt à m'aider parce qu'ils m'ont prêté leur propre argent. C'est différent des 2 premières plateformes où on rentre dans le capital, si j'ai bien compris. Là, on fait que du prêt. Alors là, on fait que du financement finalement. C'est que du financement. Ouais. Nous, on n'a pas de capital aujourd'hui, pas de prise de participation au capital. KissKissBankBank, c'est du don. Oui. Vous donnez, en échange, je vous donne une contrepartie qui peut être par exemple la pizza que je produis dans mon enseigne. Et Hello Merci, c'est du prêt à taux zéro, c'est du prêt solidaire. Voilà. Donc sur le marché de la franchise, en l'occurrence, on accompagne qui? On accompagne les futurs franchiseurs dans leur problématique notamment de financement de l'immatériel. Vu qu'on est sans caution, sans garantie, on est particulièrement adapté pour tout ce qui est financement immatériel. Le matériel, en règle générale, la banque suit assez bien. On finance également les franchiseurs existants dans leur problématique de déploiement de concepts, dans leur problématique d'accompagnement des franchisés sur des travaux, sur du recrutement, etc. Et on finance aussi tout ce qui est, alors évidemment, franchisés existants qui veulent ouvrir un second point de vente, un troisième point de vente, qui veulent faire des travaux, mais aussi les futurs franchisés. Les futurs franchisés, sur de la création, on intervient en complément d'un apport, en complément d'un financement bancaire. On est toujours en cofinancement, mais on vient apporter une nouvelle source de financement pour améliorer la capacité au projet à se lancer. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
de franchiseurs que vous soutenez Oui, bien sûr. Alors, on a financé des projets de franchises comme La Foire Fouille, comme Amorino, comme Colwet Banker, comme Homebox, comme AC Cleaner, comme Desange, Afflelou. Donc voilà, on a déjà 10% de notre activité qui est naturellement dans ce marché. Afflelou a recours à ça? Un franchisé Afflelou. Un franchisé Afflelou, oui, d'accord. Un franchisé Afflelou. Parler de franchiseur, donc j'étais étonné qu'Afflelou vienne chercher du financement. Alors qu'il rentre en bourse, je me disais, bon, il cherche peut-être. Alors on a déjà financé une société cotée en bourse sur notre plateforme également, qui fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est venue emprunter 100 000 euros, plus pour l'aspect de communication, fédération de communauté. On va passer au capital. Là, on était dans le prêt. Alors François Humbert, c'est quoi les principes de drop capital? Je rebondis juste sur ce que disait Nicolas. Ouais. Nicolas dit, une fois que vous avez un apport, nous on finance cet apport-là, nous on se positionne sur l'apport. Alors là, je m'adresse aux futurs franchisés. Supposons que vous ayez 40 000 euros et qu'il vous manque, l'enseigne de vos rêves ou celle que vous avez identifiée vous demande 80 000. Nous on est capable aujourd'hui de jusqu'à doubler cet apport-là et on le fait avec l'épargne de particuliers qui vont se situer dans votre future zone de chalandise. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes à Toulouse, il vous manque 40 000 euros à Toulouse, grâce à un partenariat qu'on a monté avec le réseau Generali. Je ne sais pas si vous connaissez Generali, donc voilà, le grand assureur qui est aussi un réseau de conseillers en gestion de patrimoine partout en France. On est capable de trouver en moins d'un mois, alors de plus en plus rapidement maintenant, parfois en quelques jours, maintenant les conseillers en gestion de patrimoine connaissent très bien ça, vos 40 000 euros à côté. Alors ça a aussi un intérêt, comme Nicolas le décrivait très bien, de cercle vertueux. Supposons que vous soyez actionnaire, parce qu'il s'agit bien ça, hein, il s'agit d'être actionnaire, alors après on en reparlera, le pourcentage dont il s'agit. Mais vous êtes actionnaire d'une boulangerie, d'un point de vente de restauration rapide ou de restauration assise, à côté de chez vous, vous allez y aller, vous allez en parler, vous allez fêter votre anniversaire là. Voilà, donc c'est cet esprit-là qu'on veut mettre en place. Un point important aussi, c'est le coût. Le coût, aujourd'hui, aller chercher du capital, ça vaut très cher. Et parce que ces gens sont à proximité, ils ont une exigence financière beaucoup plus faible et qui est compatible avec un point de vente de proximité. Je ne comprends pas cette notion d'exigence financière beaucoup plus faible. Aujourd'hui, le capital, tout à fait. Aujourd'hui, si vous investissez en capital, donc ça veut dire qu'en capital, vous prenez le risque. Si le point de vente fait faillite, vous perdez tout votre argent. Point. Donc ça, ce risque-là a un coût. Aujourd'hui, ce coût-là, c'est à peu près 15% par an. Je ne sais pas si vous avez des idées en tête, c'est énorme. 15, 20, 30% par an. Aujourd'hui, parce que les investisseurs sont à proximité, ils ont une forme de rentabilité sociale. Ils disent, je vois tous les jours l'utilité de mon argent, j'ai contribué à créer des emplois, à vous permettre de créer votre entreprise, et donc ils baissent leur demande de rentabilité financière. Ce n'est pas des philanthropes, donc ils demandent un petit peu. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le système? Première étape, il y a quatre étapes très simples. Hein. La première, c'est le filtrage. Donc, quand on reçoit un dossier, premier point, on fait très attention, comme l'Endopolis, Bancapar, etc. À l'enseigne. C'est sûr qu'on ne financera pas n'importe quelle enseigne. Premier point. Donc ça, on a vraiment des logiques de filtrage assez strictes. Hein. Le deuxième point, c'est on va filtrer le projet, à la fois le profil et l'emplacement. Donc une fois ce projet est validé, on a ce délai de mise en relation. On vous met en relation avec les épargnants locaux qui vont devenir vos ambassadeurs. Donc ça c'est 1, on a dit le filtrage. 2, la mise en relation. 3, en fait on a un package de contractuels. Tout ce qui va être contractuel un peu rébarbatif, on a un contrat type, un pacte d'associés, avec la charte dont je vous parlais, la charte de comportement de ces associés, qui change pas qui ne demande pas à changer la couleur de la moquette parce que la couleur ne leur plaît pas. Et le 4e point, c'est le suivi. Pendant la durée qui est prévue de 5 à 7 ans, on gère les relations, la transmission d'informations financières, puisque comment fonctionne le point de vente, mais aussi toute l'actualité commerciale qui a vocation à être relayée par ces ambassadeurs. Aujourd'hui, vous financez combien de projets, par ce système-là?
Comment vous recrutez vos investisseurs? Est-ce que le fait d'être adossé à Generali, c'est un plus par rapport à ça, j'imagine? Oui, bien sûr. Voilà. Sur ce point-là, alors on est entre deux, en fonction du montant levé. Enfin, un investisseur va investir à peu près en moyenne 5 000 euros. Donc sur 40 000 euros, ça va faire 8 investisseurs. C'est à peu près ça. Et alors, en termes d'appétit pour ça, c'est un peu comme ce que disait Nicolas. Aujourd'hui, les gens ont vraiment envie, ont vraiment besoin presque de donner du sens à leur épargne et il n'y a pas vraiment besoin de les convaincre. On arrive avec le nom d'une enseigne, un projet, ils visualisent même l'emplacement qui va être à côté de chez eux. On présente le dossier et où est-ce que je signe. Donc c'est très rapide. Il y a un rendement quand même s'il y a du sens. Absolument. C'est quoi le rendement? Absolument. Vous garantissez un rendement, vous, contrairement à votre collègue? Alors, on ne garantit pas de rendement parce que, comme je vous le disais, c'est du risque. Oui. C'est du risque. Pour l'épargnant, on lui dit si tout fonctionne bien, si le point de vente est à son prévisionnel sur les 3 dernières années, c'est à peu près l'équivalent de 5% par an. Ça ne veut pas dire que vous allez payer 5% par an, la rentabilité pour l'épargnant est reportée à la fin, sous forme de plus-value. Si je schématise au maximum, ça veut dire 5% par an, 5 x 5, 25. On va pas, voilà, pour faire simple, ça veut dire que l'épargnant, au bout de 5 ans, il a une plus-value de 25%. Voilà. On était il y a une semaine à Marseille et la personne de la caisse d'épargne disait, en fait, si vous avez des associés qui croient en votre projet, de la famille ou des investisseurs locaux, c'est extrêmement crédibilisant pour votre dossier. Donc ça facilite le financement. Troisième système, Frédéric Honorat, alors vous... c'est banque à part, hein. Donc vous êtes une banque à part, oui. Visiblement, le nom doit être assez révélateur. Contrairement aux 2 précédentes solutions, votre plateforme elle est directement utilisée par les enseignes, c'est ça? Expliquez-nous. Exactement, pour rebondir sur ce que vous dites et sur le nom de banque à part, nous aidons les réseaux d'entreprises à faire banque à part. C'est-à-dire nous les aidons à créer leur propre banque de financement et d'investissement. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu dans le monde de la franchise, qui est par contre extrêmement répandu dans le monde du commerce associé et coopératif. On a un très bel exemple qui est la banque de Leclerc, la banque Edel. Leclerc, il y a quelques années, quelques décennies, a décidé de créer sa propre banque avec alors ce ne sont pas des franchisés, ce sont des coopérateurs, des adhérents. Ils ont décidé avec les adhérents de mettre en commun des sommes pour financer les nouveaux entrants. Comment ça marche globalement, concrètement? Comment ça marche? Je fais une petite communauté, je viens vous voir... Ouais. Oui, on vous crée votre... Faut déjà avoir une communauté d'intérêt autour de... Oui. Par exemple, pour une franchise, puisque vous dites que vous n'êtes pas trop quand même dans ce domaine-là encore. Pas encore. Il faut quand même avoir déjà un réseau un peu constitué et se dire j'ai besoin de me développer par financement participatif, je ne sais pas comment on pourrait dire. Oui, on peut dire participatif, oui, pourquoi pas, oui, c'est ça, hein, coopératif, participatif. En fait, il faut avoir un réseau qui a une certaine maturité, évidemment. Un réseau naissant n'aura pas les anciens susceptibles de mettre de l'argent et d'aider. Voilà, bon, ça c'est logique. Et il faut avoir un réseau, en tout cas, il faut que la taille de son réseau soit en adéquation avec les besoins de son réseau. On peut avoir des besoins de 10 000 euros et donc avoir un réseau qui n'est pas énorme et qui pourra sans problème mettre ces sommes-là. Ou on peut avoir des besoins de 500 000, 600 000 euros. Et là, dans ces cas-là, il faut des réseaux, bien entendu, plus puissants financièrement parlant. Et qu'est-ce que vous leur apportez alors à ces gens qui viennent vous voir? Déjà une solution clé en main qui leur permet en quelques semaines... Je peux aller voir une banque classique aussi, hein, je me dis. En fait, la banque classique ne va pas le faire. Nous, on est vraiment un système en amont, complémentaire des autres systèmes d'ailleurs de financement. La banque classique n'a aucun intérêt à vous donner les clés. Elle ne va pas vous donner les clés de sa banque, évidemment. Là, c'est vraiment vous créer votre propre banque à vous, et ça, personne d'autre. Bon, on a la chance de ne pas avoir de concurrents pour le moment, personne d'autre ne le fait. Nous, on met en place, en gros, un système qui va vous permettre de gérer votre banque, de gérer vos flux financiers, gérer vos crédits, etc., gérer vos membres investisseurs en quelques semaines, quoi. En gros, voilà, en quelques semaines, vous mettez en place ce système-là. Ce que je vois depuis quelques mois, c'est beaucoup de critiques sur le financement participatif. Il y a eu quelques faillites. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que finalement le secteur n'est pas allé un peu trop vite, un peu trop loin? C'est-à-dire que lorsque une banque prête à une société et que la société fait faillite, personne ne le sait. Nous, quand il y a une société à laquelle des particuliers ont prêté de l'argent et qu'elle fait faillite,
Tout le monde le sait, c'est juste ça, c'est une question de transparence, c'est que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière les banques, derrière le système financier global, alors que sur une plateforme de crowdfunding, vous voyez tout. Nathalie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet de sélection des dossiers à financer, etc. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin finalement dans l'acceptation des dossiers dans le système participatif, on va dire? En fait, je pense que c'est probablement le nerf de la guerre. Vous êtes ancienne banquière. Oui. Personne n'est parfait, mais bon. D'ailleurs, on peut même quitter le milieu bancaire. Ah, c'est dingue, il se passe des trucs. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on veut demain que des prêteurs et des investisseurs continuent à alimenter en fait ce financement participatif pour les réseaux, la meilleure des protections, c'est de faire une sélection en amont. Donc ça veut dire que la sélection va se faire en fait à 2 niveaux. La première, c'est qu'il n'est pas question d'aller financer des enseignes qui ne tiennent pas la route. Et quand on dit qu'elles ne tiennent pas la route, ça veut dire qu'à un moment donné, elles ont un modèle économique qui n'est pas performant. Donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas, à un moment donné, aller se développer auprès de franchisés qui eux-mêmes vont mettre la clé sous la porte après. Le deuxième cas de figure, ce serait des franchiseurs qui n'ont pas encore terminé, on va dire peut-être la maîtrise de leur métier de tête de réseau. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les financer, mais ça veut dire que l'argent qu'on va lever, on va d'abord le lever pour ces futurs franchiseurs ou ces franchiseurs qui ont besoin d'optimiser. Et ils vont optimiser leurs outils, et une fois qu'ils l'auront fait, on pourra financer les franchisés du réseau. Et c'est ça qui est important, c'est bien d'expliquer que c'est un écosystème global qui va en fait vers un schéma extrêmement vertueux, qui est de dire, si on sélectionne bien les réseaux, et ça peut être des jeunes réseaux, c'est absolument pas le sujet, mais si on sélectionne des jeunes réseaux et qu'on finance les bonnes choses, en fait, on est amené à pouvoir faire durer cette solution sur les marchés. Et est-ce que vous arrivez vraiment à séduire la franchise, ou c'est un secteur difficile à... Non, mais est-ce que c'est un secteur difficile à convaincre? Moi, je dirais que convaincre, non. Je pense que la grande majorité, que ce soit des futurs franchiseurs, futurs franchisés ou franchisés existants, ont bien conscience des problématiques qu'ils rencontrent tous les jours et ont bien conscience que maintenant, il y a d'autres solutions qui existent. Maintenant, entre le moment où ils sont convaincus et le moment où ils passent à l'étape opérationnelle, il y a un délai, ils réfléchissent, ils prennent peut-être plus de temps à réfléchir parce que c'est nouveau pour eux. Mais c'est normal parce que il y a 100 ans, je serais allé vous voir et je vous aurais dit, tu sais, l'argent que tu as sous ton matelas, tu vas aller le mettre dans le bâtiment là-bas, ils te le gardent. Ouais. Tu vas payer, mais ils vont te le garder. Bah, tu aurais dit, ok, c'est bien, c'est intéressant, ils vont me garder mon argent, c'est la banque en l'occurrence, mais ça va te mettre du temps de faire la démarche, de prendre l'argent qui est sous le matelas et d'aller le poser dans la banque là-bas. Parce que c'est nouveau et donc il y a une période d'adaptation du marché. Ça fait 12 ans que je suis sur le marché de la franchise et du commerce associé. Quand j'ai quitté HSBC il y a 3 ans, alors que j'ai dirigé le pôle franchise, c'était pour faire ça. Sauf que le marché était absolument pas prêt, les solutions n'étaient même pas disponibles. Et en fait, ce que je vois, c'est que ça fait maintenant pratiquement une petite année que je discute du sujet avec les têtes de réseau, qu'il y a de la réceptivité, il y a beaucoup de points de vue positifs par rapport à ça. Ce qui va réellement déclencher, c'est les dossiers. Et on l'a vu, là, je l'ai revu sur les salons récemment, puisqu'il y avait le salon de Marseille, il y a ce salon-là. Moi, sur les 6 derniers mois, je me retrouve aujourd'hui, on se retrouverait peut-être une bonne quinzaine de dossiers au total, de choses qui vont sortir. Donc ça veut bien dire qu'on est vraiment dans un process où les choses se mettent en place. Une chose est sûre, c'est que c'est engagé et que c'est engagé de façon pérenne. La vraie difficulté, ce sera vraiment de rester sur des dossiers de qualité, de façon à ce qu'il n'y ait pas de casse derrière. Ouais, et puis on est sur un secteur aussi où les gens sont très prudents, il faut de l'exemple pour lancer la machine. Donc j'espère qu'il y aura des gens convaincus dans la salle. En tout cas, nous on est convaincus qu'il y a un bon sujet à faire. Voilà. Merci à vous.